Bienvenue, Mohamed Benouda. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Benouda, je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Palmeraie Développement. Bien sûr, on va parler d'immobilier. Absolument. Voilà, on va beaucoup parler d'immobilier, mais peut-être avant de parler d'immobilier, Mohamed Benouda, sur votre ressenti, vous, de la conjoncture économique globale. Voilà, c'est l'atmosphère économique globale. De quelle nature est-elle? Comment vous la qualifiez? Je pense qu'au-delà du contexte actuel ou de parler de la conjoncture économique, je pense qu'il y a une urgence de repenser le modèle de développement. Et ça, c'est important. Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avait insisté sur la nécessité de revoir le modèle économique, et parce qu'il présente des multiples lacunes aujourd'hui, afin de l'adapter, si vous voulez bien, aux évolutions qui connaît le pays et aux aspirations des Marocains. Et ça, c'est important. Et dans la mondialisation, tout ça s'inscrit dans la mondialisation. Mais ça me demande de se dire pourquoi, quand vous dites effectivement un refond du modèle de développement, mais la conjoncture, entre ceux qui disent elle est morose, ceux qui disent moi je suis optimiste, voilà, les pays, toutes les économies connaissent des crises, connaissent des rebonds, vont de l'avant, et voilà, et que ça se passe essentiellement dans la tête de chacun. Vous êtes de quel côté du... Moi, je pense qu'il faut voir comment dirais-je, le verre moitié plein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités au pays, il y a beaucoup de stratégies sectorielles qui sont données résultats, notamment le plan accélération industrielle qui a permis, en fait, de faire un grand saut et de positionner le Maroc comme une vraie plateforme, je dirais, industrielle, que ce soit au niveau de Tanger, Knetra, Casablanca au niveau de Noissac. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a le plan Maroc vert, il y a des infrastructures, des chantiers. Aujourd'hui, le Maroc se positionne comme une vraie plateforme aussi logistique. Et donc, du coup, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites dans le pays. Donc, déjà, il faut les consolider. Mais ça veut dire quoi? On est arrivé à la fin d'un cycle, en fait, en matière de modèle de développement. C'est pas moi qui va le dire. Oui. Je dirais que tout le monde, aujourd'hui, a le même niveau de conscience. La prise de conscience, elle est là, qu'il faut absolument passer à une autre étape. Et aujourd'hui, justement, au lieu de rester plouchiner, etc., dire que ça marche pas, etc., il y a des choses qui ont marché. Il faut qu'on les consolide. Il faut qu'on accélère aussi des choses qui sont déjà en cours et surtout se projeter vers les années à venir pour préparer ce modèle de développement. Et ça, c'est important. Est-ce que vous, Mohamed Benouda, par rapport à toutes ces stratégies sectorielles qui ont été mises en place, qui découlent d'ailleurs du plan émergence, qui avait émergé en 2006-2007, donc il y a à peu près 12 ans, est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faut peut-être revoir le soutien accordé à certaines filières, par exemple? Ça a marché dans le secteur industriel, le secteur automobile essentiellement, l'aéronautique, mais il y a peut-être d'autres secteurs aussi comme les soutiens, ils sont là. Les soutiens, ils sont là. Les mesures, ils sont là. Maintenant, il faut que chaque entrepreneur, chaque patron d'entreprise pense à son modèle économique. Chaque entreprise pense à son modèle. Absolument, ça c'est important. C'est-à-dire que chacun, il doit prendre le leadership, je dirais, comprendre un petit peu le contexte, le marché, les difficultés, et venir innover, proposer des produits différenciants de telle façon à créer une longueur d'avance et générer plus de croissance pour son business. Première ligne de rupture, selon vous, Mohamed Benouda, c'est que déjà chaque entreprise prenne son destin en main et arrête peut-être d'attendre de regarder l'État et de demander à l'État. On ne va pas chaque fois venir voir l'État et dire pleurer. À un certain moment, il faut qu'il y ait une responsabilisation. Il faut qu'il y ait une prise de la société en main et essayer de se battre dans un marché, certes, qui est difficile. Il y a une conjoncture qui n'est pas facile. Hein. Qui est difficile pour tout le monde à travers le monde. Mais est-ce que vous pensez aussi qu'il est nécessaire de repenser le rôle et la place de l'État dans le paysage économique? Ce sera très prétentieux de ma part de répondre à cette question-là. Moi, je peux vous dire, vous allez me donner un secteur d'activité, une entreprise, je pourrais vous dire comment peut-on innover, comment peut-on revoir son modèle économique, place de l'État ou non. Je pense que ce sont des questions qui me dépassent. Sur la réforme de l'administration, par exemple, est-ce que vous pensez que l'État aussi doit faire preuve les réformes de l'administration sont continues. Ils ont été faites sur les 10-15 dernières années. Il y aura toujours des réformes, toujours des améliorations continues pour pouvoir fluidifier davantage l'administration, la digitaliser, la rendre plus accessible, etc. Parce que c'est des choses dans toutes les démocraties modernes, on les vit. Hein. C'est pas quelque chose de... Et ceux qui vous écoutent là, qui diraient, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mohamed Benouda, mais en même temps, il y a le défi aussi, le challenge de l'emploi. Plus je digitalise au niveau de l'administration, est-ce qu'il n'y aura pas un impact négatif sur l'emploi? Parce qu'il y a cette crainte en fait dans les esprits. En fait, c'est des démarches qu'il faut les travailler en parallèle. On digitalise pour être, je dirais, plus productif, plus fluide, plus efficace, plus
plus accessible, mais en même temps, la digitalisation crée aussi de l'emploi, crée aussi de nouveaux métiers qui vont apparaître. Et ça permettra donc, il ne faut pas avoir peur du changement, en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire. Du tout. Soit nous-mêmes qu'on va prendre le lead sur le changement, soit on va subir le changement. Après, c'est une question de choix, en fait. C'est une question de choix. C'est votre état d'esprit, ça vous. Exact. Et sur l'immobilier, parce que est-ce que le secteur de l'immobilier, parce que quand on lit aujourd'hui la presse, les médias, et qu'on suit un petit peu tout ce qui se dit, et qu'on peut, je veux dire, officiellement et publiquement par les promoteurs immobiliers, en tout cas ceux qui sont regroupés au sein de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, le secteur est en crise. C'est ce qu'ils disent clairement. Alors, avant de parler de secteur en crise ou non, c'est important de revenir sur l'importance du secteur. Le secteur immobilier aujourd'hui. Le poids du secteur. Le poids du secteur, c'est important. Le secteur aujourd'hui, il emploie 1 million de personnes. C'est un secteur, certes, dans les chiffres, on parle de 6,8% de PIB, mais si on intègre l'écosystème de l'immobilier, vous prenez par exemple le ciment, 80% de la production du ciment, il va au secteur de l'immobilier. Si on rajoute les matériaux de construction, si on rajoute la partie finance, parce que 35%, voire même 40% des encours bancaires, que ce soit entre les crédits acquéreurs et les crédits promoteurs, représentent 40% de l'encours. C'est-à-dire que si vous rajoutez le secteur en tant que tel, vous rajoutez derrière la partie finance, la partie matériaux de construction, le ciment, tout ce qui est équipement, ameublement, tout ce qui est transport logistique, on pourra être facilement à 20%, 25% de PIB. Et donc c'est important de donner une attention particulière à ce secteur-là. C'est-à-dire que l'immobilier est un secteur moteur. Absolument. On le dit, l'adage, il le dit très bien. Si l'immobilier va bien, pas d'économie. Si l'immobilier va, tout va. Tout va. Voilà. C'est ce qui se dit aussi. Mais là, apparemment, ça va pas trop bien. En tout cas, ce que disent les promoteurs immobiliers. Est-ce que, je ne vais pas vous demander de commenter ce qu'ont dit en tout cas les professionnels qui sont regroupés au sein de cette Fédération nationale des promoteurs immobiliers, mais nous aussi on fait partie. Vous en faites partie. Ouais. Mais vous dites que ça va. Non, enfin, il y a deux choses. Il y a deux choses importantes. Il y a déjà au niveau de la fédération, nous avons travaillé sur un mémorandum d'entente qui structure une feuille de route assez claire pour pouvoir relancer le secteur. Il y a des mesures qui sont à court terme, à moyen terme et à long terme. Et ces mesures-là vont permettre de booster déjà je prends le cas du secteur social, le logement social. Qui est déjà bénéficié d'un accompagnement fiscal. Aujourd'hui, par exemple, au-delà du bénéfice de l'impact fiscal, si vous prenez une production en moyenne de 50 000 logements, chaque logement contribue à travers la cotisation du CNSS, l'AMO, l'enregistrement, etc. On a fait le calcul au niveau de la fédération, on est à peu près 50 000 dirhams. Donc chaque logement contribue indirectement à hauteur de 50 000 directement. 50 000 dirhams. Et donc, si vous prenez... Pour les caisses de l'État Pour les caisses de l'État. Pour les caisses de l'État. Ça veut dire... Un logement social. Un logement, 50 000 dirhams. Ça, c'est un calcul qui a été fait. Absolument. Ça, c'est un calcul qui a été fait au niveau de la fédération. Donc, 50 000 dirhams par logement social. Et donc, si vous faites une production de 50 000 en moyenne par an, on est parfois 40 000, 60 000, donc 50 000, on est quand même, on contribue à 2,5 milliards de dirhams, qui est une contribution directe. Et donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est un secteur 1 qui est important pour l'économie parce que c'est 6,8%, mais avec l'écosystème, on peut y aller à 15-20%. Après, au niveau de la fédération, nous sommes en train de finaliser une étude qui permettra, je dirais, de bien donner des chiffres encore plus exacts, d'accord ? Mais en tout cas, le chiffre visible, qui est le secteur de l'immobilier, c'est 6,8% de PIB, c'est 1 million d'emplois, c'est 2,5 milliards de dirhams de contribution, c'est aussi... Le secteur social a permis, sur les 10-15 dernières années, d'avoir une accessibilité à un logement qui est digne. De réduire le gap, de réduire en fait les inégalités sociales. Et donc ça, c'est important. Donc cette réduction du déficit social, donc aujourd'hui, je dirais, le programme social a donné vraiment des résultats. Et c'est parmi, je dirais, pas les rares, mais parmi les secteurs qu'ils ont respecté leur feuille de route sur le secteur économique. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il reste toujours 400 000 à peu près, je crois 400 000 pour être précis, le déficit en matière de logement, il est toujours aujourd'hui. Oui, après déficit, après il faut réadapter l'offre à la demande. D'accord. Voilà, c'est là où il y a un souci. C'est-à-dire qu'au niveau du social, nous avons vécu aussi, il y a une accessibilité, ça c'est sûr. Après, les clients, les acquéreurs deviennent de plus en plus exigeants. C'est-à-dire qu'avant, c'était c'est-à-dire l'accessibilité. C'est-à-dire avoir un logement, maintenant, je ne veux pas avoir n'importe quel logement, maintenant, à n'importe quel prix, dans n'importe quel espace, grosso modo. Voilà, c'est-à-dire avoir un logement digne, avoir un logement... Parce qu'on va y aller là-dessus, parce que la qualité de logement. Voilà. On va parler de la Palmeraie, on va parler de votre groupe, on va parler de la digitalisation, on va parler de l'immobilier 4.0. Mais là-dessus, est-ce que vous considérez, oui ou non, que des promoteurs immobiliers ont
manqué d'anticipation dans ce sens et n'ont pas vu en fait les transformations latentes du profil et du visage de la demande en fait qui sur ces 5-6 dernières années a considérablement évolué. Je pense pas qu'aujourd'hui c'est important de changer l'image du promoteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on en parle au niveau de la fédération. Au-delà de ces contributions économiques et sociales, vous savez, dans un programme social qu'on fait, on crée des écoles, on crée des centres de soins. Ça fait partie du cahier des charges. Ça fait cahier des charges, oui. C'est-à-dire on a fait des infrastructures. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un rôle socio-économique et sociétal du promoteur, et c'est quelque chose qu'au niveau de la fédération, nous sommes en train de travailler pour rendre aussi visible ce que nous avons déjà réalisé. Ça, c'est important. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des choses concrètes aussi que vous sollicitez de la part de l'État pour relancer le secteur? Oui. Au niveau de la fédération, avant d'aller sur le groupe Almere Développement. C'est-à-dire qu'on l'a vu, et ça je fais le lien aussi avec le modèle de développement, on l'a vu, si on fait un benchmark international, Angleterre, France, États-Unis, Espagne et Portugal, le secteur de l'immobilier a été toujours un outil pour pouvoir relancer l'économie. Quand l'immobilier va, l'économie se porte bien. Quand l'immobilier ne va pas, l'économie se porte moins bien. Le temps que nous sommes en train de réfléchir et de voir ce nouveau modèle économique qui va avoir des répercussions concrètes dans les 2-3 années à venir, l'immobilier peut servir comme un boost, comme un accélérateur, comme un driver pour pouvoir, je dirais, relancer l'économie, donc relancer le secteur d'activité, relancer en fait la logique, la finance, les matériaux de construction, le ciment, donc il y a toute une industrie derrière. Et ensuite, il y a un nouveau modèle qui serait bon. Qu'est-ce que vous sollicitez en fait de la part de l'État pour accompagner dans la feuille de route, on avait travaillé sur beaucoup d'actions. Par exemple, on part de la libération de mètres carrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cahier de charge sur 50 mètres carrés, 80 mètres carrés, c'est d'aller l'ouvrir vers 35 mètres carrés à 100 mètres carrés. Comme ça permet... Revoir la fourchette. Revoir la fourchette d'espace. Et aussi, tout en capant les 5000 dirhams par mètre carré. C'est-à-dire qu'on reste sur... c'est juste une question de surface. Mais la libération de mètres carrés, il y a aussi, si je prends le cas du moyen standing, on parle de la possibilité de donner plus de hauteur. Et donc, du coup, on respecte aussi un prix qui est 6 000 dirhams hors taxe, ça fait à peu près 7200 TTC. C'est le fameux logement pour la classe moyenne. Sur la partie urbanisation. Et donc, du coup, ça permettra de faire plus de la hauteur, parce qu'aujourd'hui, nous vivions aussi une problématique de la rareté du foncier. La rareté, de la cherté aussi. Chercher... Rareté égale cherté, de toute façon. Absolument. Mais juste simplement se dire... la révision d'autodirecteur aussi. Donc, oui, on avait travaillé... Oui. Je laisserai plutôt la fédération on l'explique davantage, mais en tout cas, il y a une feuille de route qui est assez claire, qui reprend des mesures court terme, moyen terme, long terme, dont la révision des taux directeurs, dont la libération des mètres carrés, dont la fluidité des process administratifs. C'est parce ça, qu'il y a beaucoup de contrôle aussi. Parce que des fois, juste pour bien saisir, donc vous revendiquez, vous militez en tout cas pour une baisse du crédit immobilier. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au niveau de la fédération, on s'est dit, tiens, ces avantages qui sont donnés aux promoteurs, nous, on est prêts de ne pas les faire le deuil de l'exonération fiscale. Mais donnez-les directement aux acquéreurs. Ah, donc ça c'est intéressant. Donnez-les directement aux acquéreurs. Ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que les 12-13 milliards de dirhams qui sont alloués, je crois, chaque année pour le soutien au secteur de l'immobilier, le logement social. En fait, ils sont avec différentes ventilations. Ils sont aux acquéreurs, mais via le promoteur, parce que la TVA, mais par rapport à ça, vous dites, nous on préfère ne plus bénéficier de ça. C'est une option. Par contre, baisser un petit peu le crédit immobilier qui est autour de 5,5 de aujourd'hui. Non, ils sont 5,3, 5,4. Parfois 4,7, parfois 4,8. On est autour de 5. Ouais. Et là, vous souhaitiez qu'il soit ramené à 4, 3,5, 4 ou 3 ou 3. Pourquoi pas. Mais est-ce que les banques vont être d'accord? Je pense. Ça va être compliqué, non, de les dissuader. Non, simplement se dire, aujourd'hui, le taux directeur de notre pays il est de 2,25. Donc, si vous dites que nous, on aimerait qu'il soit à 3, ça veut dire que la marge pour les banquiers, j'avais dit, elle va être de 0,75. Après, il y aura du volume. Il faut l'avoir en volume. C'est-à-dire que c'est la marge fois le volume, et donc du coup, il faut l'avoir en valeur absolue. Donc, avoir un phénomène, un modèle un petit peu à l'espagnol. Oui, espagnol, en France, en français. L'immobilier est très fort en Espagne, l'immobilier est un levier de croissance économique. On l'a vu, même si l'Espagne a connu une crise, aujourd'hui, ils ont dépassé cette crise-là. Eux, c'est l'immobilier qui les a plombés, c'est l'immobilier qui les a relancés. Qui les a sauvés, absolument. Ouais, donc nous, l'avantage du Maroc, c'est que quand même, on a une économie diversifiée. On a l'agroalimentaire, on a l'industrie, il y a les phosphates. Enfin, on a autant des atouts, je dirais, pour pouvoir équilibrer. Et c'est ce qui fait le charme du pays. Et d'essayer d'équilibrer, mais c'est pas facile pour
pour l'État tous les ans. Donc militer pour une baisse du crédit immobilier. Libération de mètres carrés, c'est très important. Libération du mètre carré aussi. La partie urbanistique, la hauteur. On travaille beaucoup aussi avec la conservation foncière et je salue vraiment ce qu'ils sont en train de faire. C'est aussi, dans le cadre de la FEFA, c'est pour voir l'éclatement des titres. Par rapport à chaque bien. Donc du coup, il y a quand même beaucoup d'expérimentations qui sont faites pour pouvoir fluidifier davantage la partie administrative et rendre, parce que c'est important, vous savez, dans le secteur de l'immobilier, c'est le temps. Le temps, parce que c'est de l'argent, time is money. Entre le moment où vous allez faire de la prospection de votre terrain et le moment où vous livrez, il faut que vous raccourcir les délais. Raccourcir parce que des fois, on est quoi sur un délai moyen de 4-5 ans, en fait. Parce que derrière, il y a un TRI, parce que derrière, il y a des agents bancaires, parce que derrière, il y a une masse salariale, etc. Et donc, du coup, c'est important de raccourcir. Et pour pouvoir le raccourcir, la partie administrative, elle est importante. Est-ce que vous souhaitez aussi, je parle au niveau de la fédération, je parle pas au niveau de votre costume et casquette de directeur général du groupe Palmeraie Développement, de revoir aussi toutes les taxes qui ont été mises en place ces dernières années sur les droits d'enregistrement, sur je crois aussi sur l'hypothèque, parce qu'il y a certains promoteurs immobiliers aussi qui disent voilà, c'est une fois que le secteur connaît quelques difficultés, il doit se régénérer, et c'est là où en fait on nous met des taxes fiscales ou parafiscales. Est-ce que pour vous ça pèse ou pas? Oui, ça peut. Sujet à débat, pas sujet à débat, négociation ou pas? C'est un sujet à débat, mais il faut le voir dans une logique d'ensemble. Dans une logique d'ensemble où l'État peut gagner, ça c'est important parce que c'est important qu'on contribue. Surtout par les temps qui courent, l'État a besoin de gagner. C'est important qu'on contribue au niveau de la fiscalité, qu'on paye nos impôts, qu'il y ait de la TVA, etc. Mais en même temps, il faut que le promoteur s'en sorte. Parce que si le promoteur ne s'en sort pas, il ne va pas investir. Si on n'investit pas, il n'y aura pas de TVA. Donc du coup, en fait, il y a une sorte de parabole, en quelque sorte. Lorsqu'on monte avec la fiscalité, on arrive à une certaine seuil critique, ou au-delà de ces seuils critiques, même si vous rajoutez vos taxes, il y aura pas de valeur qui va être encaissée par l'État parce qu'il y aura moins de projets, il y aura moins d'investissements, etc. Et ensuite, il peut y avoir le voie de dynamique de ruissellement et c'est tous les secteurs ensuite afférents qui sont touchés. Mais simplement de se dire voilà, aujourd'hui, là, je vais vous redemander de mettre votre costume de directeur général du groupe Palmeraie Développement. Il était temps. Voilà, il était temps. Voilà, entre ceux qui ont investi dans les Kleenex et qui pleurent, et vous qui êtes sur une dynamique d'investissement, alors vous êtes sur de l'immobilier futuriste mais au présent, si je puis dire, on va en parler, avec tout, digitalisation, innovation, vous êtes sur le marché, vous investissez, vous proposez, vous construisez, vous commercialisez. Alors je vais dire, j'ai l'impression que vous êtes un peu à contre-courant. Non, pas forcément. Il y a d'autres aussi promoteurs qui essayent de se différencier, qui se battent, qui proposent de la valeur ajoutée. Mais après, chacun il propose une stratégie qui lui est propre. Dans le cas du groupe Palmeraie Développement, notamment sur le volet immobilier, nous sommes positionnés, nous sommes présents sur deux types de secteurs. Il y a la partie sociale qui est portée par Saada, qui fait à peu près 6 000, 7 000 logements par an, à peu près 2 milliards de dirhams de chiffre d'affaires et un résultat autour de 330, 320 millions de dirhams. Donc voilà, c'est une société qui est aujourd'hui industrialisée, qui a un certain niveau de présence sur le marché avec la qualité de logement, etc. Et de l'autre côté, nous avons Palmeraie Immobilier, une marque qui porte la partie luxe, qui fait à peu près, je dirais, entre 700 et 800 biens par an et à peu près les mêmes niveaux de chiffres. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux pôles. Les deux bras d'armée ou les deux vaisseaux amirals, je dirais. Et vous marchez de manière équilibrée. Absolument. Donc, sur la partie sociale, le social, comme vous le savez, sur les 5-6 dernières années, il y a une diversité d'offres qui est très importante. Mais qui est standardisée aussi. Parce que soit on a des gros acteurs qui sont entrés dans une logique pas de guerre de prix, mais on retrouve sur des logements qui sont capés à 250 000 dirhams, mais dans certaines régions comme Fès, Meknès, Qenitra, etc., on peut retrouver du 180 000 dirhams, de 200 000 dirhams, etc. Donc c'est une politique, je dirais, de baisser les prix pour qu'on puisse écouler un stock, en quelque sorte. Et de l'autre côté, on a des nouveaux acteurs, des PME qui se respectent, qui font 3 000, 4 000 logements par an et qui sont venus avec des 3 chambres salons. Parce qu'en fait, juste pour mettre un petit peu bien expliqué, sur le social, nous respectons un cahier de charge entre 50 et 80 mètres carrés, y compris la partie commune, d'accord. Et généralement, nous sommes sur de 2 chambres salons. En 2 chambres salons, c'est capé un prix fixe de vente qui est 250 000 dirhams. 250 000 dirhams. Voilà. Donc il y en a certains qui ont travaillé sur le prix. Oui. Donc du coup, ils ont le droit. Ils ont le droit de baisser le prix. Oui. Ça c'est. De toute façon, c'est capable. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'augmenter le prix. On ne peut pas aller au-delà de 250 000. Par contre, on peut descendre en dessous. Ça, c'est réglementé. Et ensuite, de l'autre côté, il y a des promoteurs qui proposent plus de surface. Donc nous, nous étions vraiment sur ces deux choix. Si on va y aller vers les prix,
C'est une guerre sans fin. C'est une guerre sans fin, primo, et donc on va les voir sur les marges, on va perdre. Sur les surfaces, parce qu'ils ont un modèle différent, eux ils achètent parfois des terrains qui sont autorisés, donc ils ont un cycle assez rapide, d'accord. Et donc du coup la solution qu'on avait proposée l'année dernière, c'était de venir avec une innovation et venir avec quelque chose de différent. Donc on a compris que les acquéreurs, ils ont eu un droit au logement, maintenant ils veulent ça veut dire un logement de qualité. Donc du coup un logement de qualité, on se posait la question, pourquoi pas proposer un duplex? Et c'est là où on est venu avec un duplex social qu'on avait lancé au mois de Ramadan dernier. C'est quoi? Nous sommes sur un R+4, rez-de-chaussée avec un simplex, avec un jardin privatif, d'accord, et premier étage, deuxième étage un duplex, troisième, quatrième un duplex. Donc du coup, on est sur une surface globale de combien? Sur une surface à peu près de 67 mètres carrés. 67 mètres carrés. 67 mètres carrés, ouais. D'accord. Et sur cette surface 67 mètres carrés, on a séparé les espaces de jour des espaces de nuit. Donc dans les espaces de jour, vous allez retrouver un salon, parfois même un salon et un coin à manger, une cuisine, une salle de bain et une buanderie, d'accord. Et ensuite, vous montez au premier étage et vous allez retrouver deux chambres, une chambre parentale avec un dressing, une douche-toilette commune aux deux chambres, et donc du coup ça donne vraiment un espace de vie plus sympa, parce que on sépare les espaces de jour des espaces de nuit. On donne plus vous avez joué sur les espaces, sur l'architecture et sur aussi la qualité du standing. À quel prix? À 250 000 dirhams. 250 000 dirhams à Casablanca, dans toutes les régions du Partout. pays. C'est-à-dire on l'a lancé à Martil, on l'a lancé à Casablanca, à Srerat, à Marrakech, à Bni Mellal, donc dans toutes ces villes-là. Ça marche. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique aujourd'hui, c'est que nos ventes, nos préventes, c'est-à-dire parce que vous savez comment ça se passe dans le secteur immobilier, vous vendez maintenant, vous allez construire en 2-3 ans. Voilà. Donc les préventes en 2019, d'accord, un tiers de nos préventes, c'est du duplex. C'est-à-dire le duplex représente un tiers de nos ventes. Ça va au-delà de vos prévisions? Oui, parce qu'à un certain moment, comme dans toute expérimentation... Est-ce qu'au départ, vous êtes gratté la tête, vous? Au dame, vous dire, bon, on va essayer ça, on va le faire, mais bon, je sais pas, ou alors vous étiez sûr du coup? Il faut être, il faut expérimenter, il faut y aller. Ouais. C'est comme Tariq Ben Ziyad, il faut vraiment cramer les bateaux, y aller. Ça c'est pour la partie sociale. La partie sociale. Alors sur la partie luxe, parce qu'on dit voilà, on vous présente aujourd'hui comme un promoteur immobilier futuriste. Alors sur la partie luxe, avec l'engagement pris que vous prenez vous et que vous engagez donc bien sûr le groupe à faire des finitions sur mesure. Celui qui veut des sanitaires de couleur rose, et bien il peut avoir des sanitaires de couleur rose ou rouge ou mauve. Du rose. Moi j'aime le rose. Du rose. Ouais. Donc voilà, et certains se disent aussi, se grattent aussi la tête en disant, mais est-ce qu'il faut y croire? Est-ce que c'est possible? Avant de parler possible ou non, il faut déjà revenir sur le secteur. Alors Palmeraie Immobilier, avant, la marque s'appelait Palmeraie Luxury Living. Je pense que c'est parmi les premières marques de luxe au Maroc. On avait, durant les 30 dernières années, construit des ressorts qui étaient très importants. On est sur Marrakech, la Palmeraie de Marrakech, avec toujours une logique d'espace de vie intégré. Et ça, c'était vraiment l'ADN de la Palmeraie. C'est toujours un groupe qui était innovant. Ça, c'est très important. Innovant, qui était précurseur, qui était visionnaire. Et qui venait toujours à métamorphoser et aussi à contribuer à accompagner les développements régionaux et les développements urbanistiques de la ville. Donc il y avait le projet de Palmeraie qui était à Marrakech, ensuite il y avait le California Golf Resort qui est sur Bouskoura, il y avait les jardins de l'Océan qui est sur Takbaouza, Jardin de la Tasse qui est sur Marrakech. Donc nous étions toujours, je dirais, précurseurs dans des espaces de vie où il y a des golfs, il y a de la qualité de la finition, il y a une différenciation, et ça c'est important. Après, on s'est retrouvé comme tout promoteur, et notamment dans notre cas, les villas qui étaient à 7 millions de dirhams, à 10 millions de dirhams, à 12 millions de dirhams, aujourd'hui, ceux qui ont acheté, ils ont acheté. D'accord? Et donc, du coup, il n'y a pas de nouveaux acheteurs? Mais il faut attendre. Le volant, vous savez, c'est des générations. Il faut attendre 10 ans, 15 ans pour que. Exemple, renouvellement, ceux qui étaient à 60 000 dirhams par mois, qui est un niveau de salaire, dans 10 ans, il va devenir peut-être un DG, il va toucher 100 000. Voilà. Donc, il y a quand même une progression où celui qui avait une PME ou une TPE de 10-15 personnes, aujourd'hui, l'entreprise a grandi, donc son niveau de vie change, et donc ils aspirent à avoir un meilleur logement de qualité, d'espace. Donc, du coup, on est arrivé à un niveau de saturation, et on a compris que le marché actuel, c'est une cible
par ménage à peu près entre 30 000 et 70 000 dirhams. Et donc, lorsqu'on est sur ces cibles-là, sur cette fourchette... Prix au mètre carré, hein. Non, je parle de niveau de revenu. Niveau de revenu. Niveau de revenu. Lorsqu'on est sur ces fourchettes-là, venir avec des villas de 7 millions de dirhams, 10, 15, c'est utopique. Donc, du coup, il faut proposer un produit qui est accessible, d'accord, à 3 millions de dirhams 5, 4 millions de dirhams, des appartements à 1,2 million, d'où la notion de la démocratisation de luxe. Et c'est là où, juillet dernier, on avait changé de Palmeraie Luxury Living vers Palmeraie Immobilier avec une logique de démocratiser de luxe. Et cette démocratisation de luxe, pas simplement, inscrite dans un ADN qui autour de 3 volets clés. L'innovation, d'accord, la diversité de l'offre et la flexibilité. Quand vous dites innovation, c'est quoi innovation? C'est là où je vais revenir sur la partie personnalisation et la différenciation. Donc la flexibilité, parce que le client souhaite qu'on soit très flexible au niveau du SAV, au niveau je dirais de son déménagement, au niveau des services, de l'accès au financement, etc. De la diversité de l'offre, c'est important. Il faut qu'un client rentre chez vous, notamment pas avoir 2, 3, 4, 5, 6 produits. 6 produits, plusieurs villes, soit des résidences principales, des résidences secondaires, sur Casa, sur Marrakech, sur Tanger. Donc c'est important la diversité du produit. Et ça c'est important. Ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on offre. La flexibilité, on y travaille chaque fois. Et l'innovation. Donc à travers l'innovation, et on s'est posé la question sur un retour d'expérience sur les 80%, sur ces 30 dernières années, on a bien analysé, je dirais, nos clients, analysé leurs attentes, etc. Et on a compris que, primo, à 70%, les clients refassent leurs appartements. Ils ne sont pas toujours, je dirais, satisfaits On change une pièce, on casse une cloison, elle agrandit, on réduit... Ça, c'est la partie, je dirais, aménagement. Déjà sur les ambiances, sur les couleurs, sur les types de sanitaires, sur les types de cuisine. Donc, chaque fois, le client, il aime bien personnaliser, il aime bien se sentir chez lui et être designer de son propre logement. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, c'est important, pourquoi pas venir proposer à nos acquéreurs, à nos clients, la possibilité de personnaliser son logement. Personnaliser son logement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, choisir, bien sûr, dans une gamme fourchette, bien ciblée, bien cadrée. Bien ficelée. Absolument. La partie, je dirais, menuiserie, les sanitaires, la cuisine, les couleurs, les revêtements, le marbre. Et on est venu avec un ensemble... Tout ce qui touche à l'intérieur, en fait. Absolument, tout ce qui est finition, d'accord, tout ce qui est finition. Et on est venu avec cette proposition de valeur. Finition qui est le maillon faible aussi de certains promoteurs immobiliers qui ont produit certains logements. Est-ce que vous avez aussi prêté une attention particulière dans les études de marché sur le fait qu'il y a l'insatisfaction de certains clients, c'était aussi sur les finitions? C'est quelque chose aussi qui remontait, qui revient souvent à la surface. Oui, parce que derrière, il y a un travail de profond pour professionnaliser toutes les sociétés de construction. Ça, c'est important. C'est-à-dire, on peut avoir un beau marbre, mais s'il est mal posé, il est mal posé. Donc il faut travailler sur la professionnalisation de la main-d'œuvre pour la former, la monter en compétences, voir une logique filière, une logique écosystème aussi. Et comment vous avez organisé tout ça? Je vais revenir sur la partie organisation. Je vais en revenir. Mais je reste toujours sur la partie personnalisation, innovation. Donc on offre à notre client cette possibilité. Et pour qu'on puisse la rendre encore, je dirais, ancrée et industrielle, on l'a digitalisée. C'est-à-dire digitalisé. Alors, je veux du mauve dans ma salle de bain. Comment ça se passe? Comment vous avez dit? On l'a digitalisé, la possibilité de pouvoir agir et réagir. C'est là où il y a le programme Palmeraie X.0, d'accord, qui contient 5 chantiers clés. D'accord. Un premier chantier qui est la partie immersive. Ou la partie immersive. Ça veut dire quoi la partie immersive? Ça veut dire que le client, il vient chez nous, on se déplace chez lui aussi, ça c'est important, qui met un casque, qui rentre, je dirais, dans son futur logement. Notamment, on l'avait présenté à travers le projet de la colline de l'Océan, après je vais revenir dessus, les projets de Jardin de la Palmeraie 3, Randourlier et autres. Donc il met un casque? Il met un casque. Il est dans son futur éventuel appartement, logement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne va pas attendre jusqu'à que le témoin soit prêt, parce que ce qu'on achète sur plan, toujours on est frustré parce qu'on a des craintes, on a des angoisses, on ne sait pas trop, on n'est pas rassuré. Donc là, il a la possibilité de se projeter. C'est-à-dire de construire lui-même son logement et les espaces. Il est en train de voir son logement, il touche le mur et il choisit une liste des couleurs. Il touche le sol
pour choisir le marbre. Il va y aller vers la cuisine, il va aller changer, je dirais peut-être la table de travail, la couleur des murs, l'électroménager. Parfois on a des frigos à deux portes, une porte, etc. Enfin, ça dépend de l'espace. Il va aller vers le sanitaire, il va choisir le sanitaire. Donc du coup, il est dans une expérience réelle de futur logement. Il se projette, il est plus sécurisé. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la partie immersive. Deuxième volet qui est important, c'est l'application MyPalmHome, d'accord, où une fois qu'il a plus ou moins testé, maintenant, on va rentrer dans des choses qui sont encore plus sérieuses, plus concrètes. MyPalmHome, il a un identifiant, donc il rentre, il choisit son programme, sa ville, son logement, sa villa. Après, parfois, il y a des villes à 3 chambres, 4 chambres. Il va choisir sa villa à 3 chambres, par exemple. D'accord ? Et on va voir le détail de chaque composant de la maison. Donc, vous rentrez dans le détail du détail. Absolument. Donc, on va y aller vers la chambre, par exemple, parentale. Dans la chambre parentale, il rentre, il a des petits configurateurs. Il configure, il choisit son mur, il choisit... il est en train de ficeler ou de finaliser son cahier de charge. En fait, c'est un maître d'ouvrage. Il est dans un maître d'ouvrage, c'est lui qui est en train de lui... Il est en train d'exprimer un besoin. Et ça, c'est important. Donc, il le choisit, d'accord ? Et en même temps, il y a les prix qui s'affichent. D'accord. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on a même offert la possibilité... De chiffrer ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite. En temps réel. En temps réel, en instantané. Typiquement, je vais prendre une villa qui est à 3,8 millions. C'est le cas de la villa de la colline de l'Océan. Cette villa à 3,8 millions, c'est un villa standard. Il est clair, il est en haut standing, luxe. Bon, les couleurs, les peintures sont offertes. Donc comme ça, on a offert. Parce que chaque fois, on voit que les clients, ils changent les couleurs. Mais par contre, il veut, au lieu du marbre, je dirais, crème à marfil, il va aller vers marbre Ibiza, qui est un petit peu plus cher. Il a la possibilité de choisir son marbre. Mais il voit combien ça coûte. Et il voit tout de suite l'impact. Le différentiel. Le différentiel. Et à la fin, à travers tous ces choix, c'est comme vous rentrez sur Amazon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous avez un panier, ce qu'on a un panier, et à la fin, vous savez que peut-être vous allez rajouter maximum 80 000 dirhams ou 100 000 dirhams en personnalisant pas mal de choses. Ça, c'est pour répondre à quoi aussi ? Parce que tout à l'heure, on parlait des définitions, parce que ça a été le maillon faible pendant très 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 longtemps d'acquéreurs qui se sont plaints que les définitions répondaient pas à leurs exigences. Et là aussi, c'est quoi ? C'est de se dire aussi, je réponds aussi, peut-être que c'est remonté sur une étude de marché, se dire aussi que certains acquéreurs se sont retrouvés aussi avec un budget qui a complètement explosé. Exact. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi quelque chose que vous avez identifié. C'est-à-dire, voilà, avec nous, ben, en fait, même s'il y a une hausse un petit peu du budget, elle va rester plafonnée. C'est très important ce que tu dis, Rachid, parce que les plupart, lorsqu'ils vont refaire les finitions, c'est-à-dire, primo, ils vont démolir, ils vont acheter la matière, ils vont faire la pose. Et donc, du coup, c'est un budget supplémentaire. Et souci de chamaillerie entre le mari et son épouse aussi, ça crée des tensions, mais bon, ça c'est... Oui. Typiquement sur une villa de 3,8 millions, s'il va refaire, peut-être ça va lui coûter 4,3 millions, alors que 3,8 millions, réellement, c'est comme il a payé la villa à 3,2 millions ou 3,5 millions. Et donc c'est pour ça que je disais, est-ce que ces deux choses-là, à la fois les finitions et à la fois la maîtrise du budget, c'est deux choses aussi qui ont été dominantes, qui sont ressorties de toutes ces études que vous avez menées, le budget, le prix, et qui aujourd'hui votre différenciation, c'est entre autres aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire avec nous les finitions sur mesure et en même temps c'est un budget maîtrisé. Je ne vais pas faire une campagne de com, mais marketing. Là, on parle de produit, c'est un petit peu de produit. Voilà. Et le troisième volet qui est important, je vais juste finir le programme, c'est la partie Palmwork, qui permet au client de tracer son chantier. C'est-à-dire aussi parmi les frustrations des clients, c'est est-ce que le promoteur va respecter les engagements en matière de livraison. Parfois on a des retards, etc. On l'a vécu comme tout le monde, parce que, et pour x, y raison. Donc avec la possibilité d'une application Palmwork, il va choisir, il est à 20% du VRD, il est à 30% des fondations. Donc l'état d'avancement vers les lots techniques, les finitions, etc. Il y a une maîtrise de l'état d'avancement de son bien. Mais aussi la maîtrise des échéances intermédiaires. Parce que lorsqu'on achète en contrat VFA, au départ on a 5%, après on passe à 10%, jusqu'à qu'on arrive au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Donc il voit l'avancement du chantier et en même temps les appels de fonds pour qu'il puisse lui-même, je dirais, anticiper ou préparer en fait, je dirais, les échéances possibles. Donc, ça donne une vraie transparence. Ça, c'est important. Une transparence en matière de cahier de charge, une transparence en matière de délai, une transparence en matière de qualité de finition, parce que derrière aussi un quatrième volet dans le programme, c'est de ce qu'on appelle nous le Palm Digital.
PAN, c'est Palmeraie Phygital, c'est-à-dire physique et digital, parce qu'on peut digitaliser ce qu'on veut, mais le physique, il est important. Et donc, du coup, il rentre dans les showrooms, il va voir aussi les qualités des matières. Il va voir... Il va pouvoir toucher du doigt. Il va toucher de doigt, il va voir le sanitaire qu'il va acheter. Il va voir aussi le marbre qu'il va acheter. Donc, du coup, c'est important qui voit les qualités des matériaux. Ça veut dire que quand on arrive à répondre à tout ça, en fait, Mohamed Benouda, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être un opérateur dans le secteur de l'immobilier qui se porte bien. Quand on garantit des finitions, quand on garantit de la transparence et de la visibilité sur l'état d'avancement, quand on garantit aussi la maîtrise pour le ménage et l'acquéreur de son budget, aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a une relation, peut-être, c'est une nouvelle relation en fait. Absolument, entre le promoteur et l'acquéreur. Il faut revoir le modèle économique, se remettre en cause et venir vers l'acquéreur qui est quand même nos clients, c'est lui qui nous paye. Et donc du coup, il faut satisfaire ses attentes, être plus transparent, optimiser son budget, donner plus de la personnalisation, de la possibilité qu'il choisit, qu'il différencie. Il devient vraiment designer et architecte de sa propre maison. Et ce qui se dirait, parce que voilà, tout ce qui est futuriste, tout ce qui est digitalisation, culturellement chez nous, mais elle a encore se dire oui, est-ce qu'il faut y croire, est-ce que j'y crois pas, est-ce que je peux faire confiance, est-ce que je peux pas faire confiance? Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Vous parlez de qui? De l'acquéreur ou du promoteur? De l'acquéreur. L'acquéreur qui se dirait, bon, j'ai écouté Mohamed Benouda, effectivement, digitalisation, je peux changer les couleurs, je peux choisir mes matériaux, je peux tout construire. Moi, je lui demande pas qu'il m'écoute. Moi, je lui demande qu'il vienne faire l'expérience immersive. Il voit sur le showroom. Qui viennent chez vous, qui viennent sur place. Et qu'on se déplace aussi chez lui. Vous lui mettez le casque? Absolument, qui voit son application, qui va toucher les matériaux, et à partir de là, il juge. Et ça, c'est important. Alors, en fait, on n'est pas dans une logique de campagne marketing pour dire nous avons personnalisé, mais il y a des choses réelles qui ont été, je dirais, mises en place à travers 3 projets clés. Le premier projet qui est la colline de l'Océan. C'est un projet qui est sur Dark Boisa de 12 hectares avec 180 villas, 172 appartements. Un deuxième projet qui est sur Jardin de la Palmeraie 3 au circuit de la Palmeraie à 260 villas. Il y a un autre projet Randoré qui est sur... Donc c'est palpable, c'est concret. C'est palpable, plus un projet qui est très important, qui a connu vraiment un vrai succès, qui est Palme Océan. Nous sommes sur la 3e tranche. Donc c'est un projet qu'on avait lancé en 2016, il y a 2 ans. La première tranche a été livrée et commercialisée, la deuxième aussi. Et donc là, on lance la 3e tranche avec la personnalisation. Voilà. Et donc par rapport à ça, et un élément très important, c'est sur ces modèles économiques, c'est-à-dire que on se projette parce qu'il y a un temps de l'hypercroissance, mais en même temps, il y a des défis. C'est-à-dire que en même temps, vous êtes en train de préparer votre nouveau modèle, mais en même temps, vous avez un existant à gérer. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut produire, il faut livrer. Sur 2 horloges et sur 2 temps. 2 horloges, plus un autre temps. C'est pour ça que je parle toujours des 3 temporalités. Il y a un temps de résultat. C'est-à-dire il faut livrer, il faut encaisser, il faut payer les banques, il faut payer la masse salariale, il faut être là, présent et en permanence. Il faut être à jour. En fait. À jour, absolument. C'est l'année, d'accord. Il y a un temps de l'hypercroissance. C'est-à-dire qu'il faut préparer son modèle économique. Il y a un temps, je dirais, de la valo, de la restructuration, où il faut assigner le passif et pour que ce nouveau développement puisse être fait dans des bassins, tout en travaillant sur 2 chantiers clés, qui est un chantier de capital humain, parce que tout ça, on peut rien faire sans formation, sans montée en compétences, sans investissement, et la partie technologique et digitale. C'est-à-dire que vous avez 3 temporalités à gérer. En fait, vous avez créé tout un écosystème. Vous avez derrière 2 chantiers majeurs, et c'est ce que je parle, moi, de la Palmeraie X.0. Pourquoi Palmeraie X.0? Parce que, bon, certes, à l'ère de la digitalisation du numérique, on parle de 4.0, on a vécu les 4 révolutions industrielles, mais à mon sens, je pense que l'effet combiné des technologies, les 5e, 6e, 7e révolutions, ils vont venir sans s'en compte. Et donc, du coup, il faut qu'on soit en réingénierie permanente du modèle économique. D'où la notion de X.0, parce que demain, il y aura 5, 6, 7, et ainsi de suite. Est-ce que vous auriez la modestie de dire que ça serait pas mal que certains promoteurs immobiliers enclenchent aussi cette voie? Bien sûr, de toute façon... VOIE, plutôt que de taper à l'État en demandant bien entendu, des ristournes. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr certain que beaucoup de promoteurs vont proposer la même chose. Et le contraire, pour nous, ça nous réjouit parce que ça va structurer un nouveau marché aussi. Structurer un nouveau marché, ça monte, je dirais, la nivellement par le haut le secteur. Et donc, du coup, on est très content de contribuer modestement, en fait, à une professionnalisation du secteur. Et ça, c'est important. Sachant que d'autres promoteurs aussi sont sur des niches, sur des innovations aussi, sur des initiatives. Et donc, du coup, l'ensemble de ces initiatives-là, on les partage au niveau de la fédération et on travaille sur des feuilles de route communes pour qu'on puisse niveler par le haut le secteur. Et ça, c'est important. Il faut toujours avoir une logique sectorielle qui est importante. Et proactive, mais ça veut dire aussi que celles et ceux qui avaient imaginé ou qui ont toujours à l'esprit que le secteur de l'immobilier, c'est un secteur où ça peut être un secteur de rente,
Non, je ne pense pas. C'est une fausse route. Parce qu'il y a fausse route, absolument. Voilà. Il faut se réveiller de bonne heure. Concurrentiel, il faut se battre, il faut bosser, il faut être auprès du client. Il faut faire de la prospection du foncier, avec un foncier qui peut être, je dirais, accessible. Derrière, il y a de l'ingénierie, il y a du développement, il y a de la prod, il y a de la commercialisation, il y a de la livraison. Donc, il y a de la prise de risque aussi. Il y a prise de risque, il y a derrière toute une chaîne de valeur à gérer. C'est un secteur aussi industriel. Et donc, nous, on pense, même au niveau de la fédération, c'est que si on s'industrialise pas davantage, ceux qui vont rester, les promoteurs qui vont, et on a ceux qui vont disparaître, ceux qui vont rester, ceux qui resteront, c'est des promoteurs qui vont s'industrialiser. Donc c'est important. C'est un métier que même, moi j'ai fait d'autres secteurs d'activité. J'étais dans le ferroviaire ou l'automotive ou transport logistique aussi. Je peux vous dire que c'est un secteur, il faut se réveiller de bonne heure parce que c'est un secteur complexe. Il y a une chaîne de valeur qui est là. Il y a un volet administratif aussi qui est non négligeable. Il y a aussi des relations avec les banques. Si vous êtes aussi compté en bourse, il y a aussi un marché. Il y a un marché financier. Donc du coup, et vous êtes sur un cycle très complexe. Et parfois on dit que au niveau de l'immobilier on calcule plus d'argent. Et c'est pas vrai parce que si vous êtes sur un projet, et on le voit, par exemple, un projet du social, on est à 17% de marge. 17% de marge, net. 15-17% net, c'est une marge sur 3 ans. Donc, par tranche. Donc, on est sur du 5 par an. 5 par an. En plus, vous n'avez pas une valeur de sortie. Contrairement à l'industrie, il y a une valeur de sortie. C'est-à-dire quand vous investissez dans une usine, vous avez un patrimoine. Vous pouvez le revaloriser par la suite. Vous faites du résultat par rapport aux produits de biscuits ou peu importe, ou du câblage. Tout ça, donc tout ça est valorisable. Vous avez des résultats, bien sûr, comme nous, d'accord, dans le secteur, mais vous avez une valeur de sortie. Vous avez une usine, etc. Nous, on n'a pas de valeur de sortie. Chaque fois, vous êtes obligé de reconstituer votre réserve foncière, qui est la matière première, et être en permanence. Et donc c'est un cycle qui... faut jongler en permanence. Voilà. Donc c'est un secteur complexe. C'est pas un secteur entier. Et ça c'est important de changer. Oui, mais ça parce que très souvent même dans l'esprit de certains, c'est un secteur qui j'investis parce que c'est aussi avec une système de culturel de rente. D'autant plus, absolument, d'autant plus avec les exigences des clients qui veulent du produit livrable, produit de qualité, de finition, etc., prix accessible. Il faut avoir une machine industrielle pour pouvoir satisfaire cette demande. On ne vend plus des logements comme on vendait du pain au chocolat. Ben non. Avant. Non, mais voilà, c'est vraiment. Et sur les marges, juste là-dessus, on parlait des taux directeurs tout à l'heure, où effectivement les taux directeurs sont moins élevés ailleurs que chez nous. Donc vous disiez qu'il y a peut-être voir un petit peu s'il peut pas y avoir une réduction qui soit faite en termes de crédit immobilier pour les acquéreurs et les clients, y compris ceux qui ne sont pas bancarisés d'ailleurs. Mais simplement, au niveau des marges, est-ce que vous avez un message aussi à faire passer? Se dire aussi, c'est un secteur industriel, l'immobilier, concurrentiel, avec une vraie chaîne de valeur, logistique, voilà, avec différents secteurs, et est-ce qu'il faut être nécessairement aussi moins gourmand que par le passé? Ou pas? Moins gourmand, oui, c'est le marché qui vous impose ça. C'est le marché, le régulateur. C'est le marché qui va parce qu'il y a un rééquilibrage entre l'offre et la demande, parce que de plus en plus les clients veulent un produit accessible, et donc du coup vous êtes obligé de s'aligner et d'être moins gourmand pour pouvoir écouler votre produit, parce que sinon il faut pas raisonner en marge de pourcentage, mais il faut raisonner en TRI. J'ai mis 1 dirham, en combien de temps je vais avoir un retour sur investissement, et ça c'est important. Mais pour avoir un bon retour sur investissement, il faut bien investir et respecter aussi ses engagements. Respecter ses engagements, réduire les délais, ça c'est important, réduire les délais, et proposer des produits qui sont accessibles de telle façon qu'on puisse les écouler. En clair, Mohamed Benoît, c'est possible aujourd'hui de construire mieux, plus vite et moins cher. C'est possible, il faut le faire. Voilà, non, mais je veux dire, il faut le faire. Parce que votre modèle, grosso modo, je ne veux pas le réduire à ça, mais il faut le faire. C'est surtout construire bien, en tout cas mieux, il faut innover, plus vite, avec la digitalisation, avec beaucoup de choses, et vendre moins cher. Vend un prix abordable. Voilà, un prix qui reflète le produit. Qui reflète le produit et le marché. Un mot sur le développement à l'international. Je ne vais pas faire de jeu de mots sur Palmerie de développement, mais à l'international aussi. Sur l'Afrique, je sais que vous avez des projets immobiliers en Côte d'Ivoire, Abidjan. Avec, nous sommes sur Abidjan, absolument. On a un programme de 2000 logements. Donc c'est Saada qui sur du social. Du social, absolument. Et 2000 logements, nous avons finalisé les témoins. Nous sommes en phase de commercialisation. Et encore une fois, c'est un produit aussi qui était innovant. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'au lieu qu'on a proposé de la hauteur, parce qu'il faut s'adapter aussi au marché et à la culture locale, nous proposons des maisons basses. D'accord. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est plutôt sur c'est des maisons basses sur la largeur que sur le... Parce que les gens, ils aiment bien sur la hauteur, etc. Et c'est des maisons imbriquées, une sur l'autre, où vous avez des accès différents.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi dans le secteur de l'immobilier, il faut s'adapter à la dimension culturelle des territoires et des pays. Absolument, voilà, ça c'est important, ça c'est important. Donc ça c'est-à-dire, et pareil, nous offrons aussi un produit de qualité à un prix accessible. Pareil, je prends un deuxième cas de figure, toujours à Abidjan, nous sommes en train de développer un hôtel sur le plateau d'Abidjan. C'est un hôtel qu'on a développé avec Radisson, et donc du coup c'est de 4 étoiles plus. Donc c'est un prix. C'est un hôtel de 5 étoiles au prix de 4 étoiles. Donc notre ligne directrice sur tous nos métiers, que ce soit la partie immobilière au Maroc, en Afrique ou hôtellerie et loisirs, moi je parle du groupe Palmeraie Développement, parce que bon, il y a aussi le groupe Palmeraie Industrie Services qui opère dans l'industrie, c'est Dolidol, c'est l'école belge, c'est Robelsa, donc vraiment c'est un groupe aussi qui se développe assez très bien et qui est un moteur aussi important pour de croissance du groupe. De croissance du groupe. Sur la partie hôtellerie et immobilier, c'est toujours, on offre un produit de qualité à un prix accessible. C'est toujours la même chose, c'est un produit de qualité et un prix accessible. Et ça, en fait, c'est ça notre ligne directrice. C'est la signature. Par rapport à la signature, absolument. Et donc, par rapport à notre modèle économique, c'est ce qu'on target, c'est ce qu'on cherche. Merci en tout cas, Mohamed Benouda, de tous ces éclairages. Parce que c'est important, parce que très souvent on dit le secteur de l'immobilier va mal, mais on ne sait jamais trop. C'est un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est un secteur complexe, c'est un secteur difficile. Moi, ce que je retiens, vous savez quoi? C'est un secteur, il faut se battre. Voilà, c'est ce que je retiens. Il y a de l'agressivité commerciale, il y a des produits, il y a de l'innovation, et donc il faut se réveiller de bonne heure et pour pouvoir si on n'est pas prêt à se battre, apporter de la valeur ajoutée. Et si on n'est pas prêt à respecter ses engagements, il ne faut pas faire de l'immobilier. C'est ça. Bon. C'est ce que je retiendrai, moi, je ne sais pas. Écoute, merci en tout cas. Merci Rachid pour l'invitation. En tout cas, c'était un vrai plaisir de partager avec toi des moments sympathiques. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Palmeraie Développement et je vous souhaite une belle journée. Également. Merci. Merci Rachid.